Bonjour, aujourd'hui on va faire le laboratoire 3. Vous avez reçu le document du laboratoire 3. Il n'est pas numéroté numéro 3 là, parce que j'ai pas changé là, le chiffre qui était sur le papier. Là, c'est le chiffre de la séquence habituelle de la session quand c'est pas en mode hybride. Mais nous, ça va être notre troisième laboratoire. Donc, vous avez reçu le papier lorsqu'on s'est vu ensemble en présentiel au test 1. Mais si jamais vous avez égaré cette feuille-là, vous pouvez toujours aller ouvrir le fichier à partir de Léa. Là, je vais y avoir intégré le fichier. Donc, aujourd'hui, dans le laboratoire, on va juste essayer de valider la formule qui nous permet de calculer la force faite par un ressort à ses extrémités. Donc, ici, je vous ai écrit l'équation qu'on veut valider. On appelle cette force-là la force élastique parce que c'est le type de force d'un ressort donc qui veut revenir à sa forme naturelle, comme un élastique qu'on étirerait veut revenir lorsqu'on le relâche à sa forme naturelle. Ici, la grandeur de la force élastique que fait le ressort, si on veut la calculer en Newton, on va multiplier une constante qui s'appelle la constante de rappel du ressort. Ça, c'est caractéristique du ressort. Donc, plus le ressort il est difficile à étirer et il est rigide, plus K va être élevé. On multiplie ça par la valeur delta X qui, dans le cas d'un ressort, c'est simplement de combien est déplacé le ressort par rapport à sa position au repos, c'est-à-dire sa longueur naturelle. Donc, delta X, ça va devoir être en mètres parce que vous voyez que les unités de la constante de rappel du ressort, c'est des newtons par mètre et en les multipliant, on veut obtenir des mètres. Cette équation-là, dans votre livre, il y a un signe négatif qui est ajouté. Nous, on ne l'utilise pas comme ça. Donc, on l'utilise en valeur absolue. Ça va nous donner la grandeur de la force faite par le ressort. Puis, delta X ici est considéré en valeur absolue. Que le ressort soit différent de sa longueur naturelle par un étirement ou par une compression, on va utiliser delta X positif. Donc, dans un premier temps, vous pouvez voir sur votre feuille une photo du montage. Le matériel, c'est tout simple. On a besoin d'un ressort, d'un support muni d'une règle, puis un jeu de masse. Donc, ici, on va venir accrocher des masses, puis on va venir mesurer de combien s'étire le ressort. On va s'intéresser à aller chercher la constante de rappel d'un ressort à partir du graphique, de la force faite par le ressort en fonction de son étirement. Donc, ici, on a un tableau où est-ce on a déjà prescrit quelle masse qu'on va ajouter sur le support. Donc ça, c'est en grammes. On va faire des bonds de 20 grammes. Puis on va aller mesurer l'étirement du ressort avec Rémi. On demande ensuite l'incertitude sur l'étirement. Je vais revenir là-dessus après la vidéo. On a ici un ressort qui est accroché à une tige sur un petit support. Puis on va être en mesure d'aller voir de combien le ressort est étiré lorsqu'on vient appliquer une force dessus. La manière qu'on va appliquer une force, c'est en ajoutant des petites masses comme ça sur le plateau. Donc la première étape que je vais avoir à faire, c'est d'aller placer ma réglette à zéro pour lorsqu'il n'y a aucune masse sur le ressort, qu'on a un étirement qui est à zéro. Comme ça. Je vais commencer à mettre un 20 grammes. Et je viens lire sur ma réglette. Bon, je conviens que c'est peut-être pas évident pour vous sur l'écran de lire, donc je vais vous donner les valeurs. On est à 1,1 cm. Donc je rajoute toujours des bonds de 20 grammes. On est présentement à 2,2 cm. Maintenant, on est à 3,4 cm. « 4,6 cm. Et un dernier point. Donc, je suis maintenant rendu à 5 fois 20 grammes, donc à 100 grammes sur mon plateau. Et je suis à 5,7 cm. Alors maintenant, là, c'est ça. Prenez, si c'est pas fait, en note toutes les valeurs ici d'allongement dans votre tableau. Bon, pour l'incertitude sur l'étirement, dans le fond, on mesure l'étirement sur une règle. Les graduations de cette petite règle-là sur la tige, c'est les mêmes graduations que sur une règle ordinaire. Donc là, je vous laisse déterminer quelle serait l'incertitude sur une mesure faite sur une règle.
On pourrait argumenter qu'on voyait le plateau bouger un peu, mais on peut toujours attendre. Je pense que c'est ce que Rémi faisait. Là, il attendait que ça se stabilise avant de prendre la mesure. Autre chose aussi, bon, on peut parler d'autres sortes d'incertitudes. Est-ce qu'il y avait d'autres sources d'erreur? On me demande souvent si les masques qu'on utilise comportent une source d'erreur. C'est en fait, oui, certainement qu'il y a une légère source d'erreur, mais par rapport à l'incertitude de la règle, c'est quand même vraiment négligeable. Les masques qu'on utilise sont faits de matériaux qui s'usent très très peu. Donc si c'est écrit 20 grammes dessus, on peut les utiliser pendant 10 ans, puis on les met sur la balance, une balance très précise, puis ça indique encore 10 grammes. Donc on peut s'y fier. Là, c'est sûr qu'il y a peut-être des légères variations, mais c'est pas significatif. Peut-être la dernière chose que je pourrais mentionner, par exemple, c'est qu'on va écrire ici l'incertitude d'une règle, mais en réalité, il faudrait garder en tête que comme le plateau n'est pas exactement en contact, là, collé sur la règle, ça rend les mesures un petit peu plus difficiles que lorsqu'on utilise une règle sur un papier, puis c'est vraiment la ligne sur le papier est directement à côté de la règle là, des graduations. Donc, ça peut faire peut-être augmenter un petit peu l'incertitude dans la réalité. Maintenant, on arrive au tableau suivant. On demande de convertir les grammes en newtons et les centimètres en mètres. Bon, les centimètres en mètres, je vous laisse faire le travail, mais je vais expliquer quand même qu'est-ce qu'on veut dire par transformer les grammes en newtons. On a une certaine quantité de grammes qui sont suspendus, puis là, on attendait que ça stabilisait pour prendre la mesure. Donc, au moment où c'est stabilisé, c'est immobile. Fait que si on regarde, on considère la deuxième loi de Newton, la force totale dans la direction Y, bien, l'accélération serait de 0. Ça veut dire que les forces qu'on a sur l'objet devraient s'annuler. Là, je regarde les masses là, qui sont sur le plateau. Mais le plateau, dans le fond, il est déjà pris en considération parce que on a placé la réglette quand il y avait déjà le plateau suspendu au bout du ressort. Donc, à chaque fois qu'on rajoute 20 grammes, c'est déjà pris en considération qu'il y a le petit plateau. Donc ici, on a la force gravitationnelle qui s'exerce vers le bas. Puis qu'est-ce qui fait que l'objet ne tombe pas? C'est qu'il est soutenu par la force élastique dans le ressort. On en déduit que la force élastique, elle devrait être égale à la force gravitationnelle, puisque les deux s'annulent, puis ils sont de sens contraire, donc doivent être de même grandeur. Alors, la force dans le ressort, elle va être égale à la force gravitationnelle sur la masse. Donc, autrement dit, on peut faire la masse, mais elle doit être en kilogrammes, puis on multiplie par 9,8. Ça va nous donner des newtons. Okay. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour le laboratoire? C'est de tracer un graphique de la force exercée par le ressort en fonction de son étirement. Alors, on va tracer le graphique pour le tableau qu'on a à l'étape 4. La force en newtons en fonction de l'étirement delta X en mètres. Essayez d'être le plus précis possible avec chacun de vos points. Alors, là, un coup que vos points vont être placés, les points, vu qu'ils sont tirés d'une expérience, ne seront pas parfaitement en ligne droite. On s'attend à avoir une ligne droite. On s'attend aussi à avoir une ligne droite même qui passe par 0, 0. Là, je vais vous montrer un exemple. Je ne veux quand même pas que vous forciez la droite à passer par le 0, 0. Disons que vos points sont un petit peu débalancés, là, de sorte que en prenant votre règle, vous essayez de faire passer votre droite par le plus de points possible ou le plus près du maximum de points possible. Ça se peut que votre droite arrive un peu au-dessus ou en dessous là, du 0, 0. Donc, c'est pas grave. Vous voulez vraiment vous fier à vos mesures expérimentales, puis essayer de pondérer là, l'inclinaison de votre droite. Ça, c'est un point vraiment important, là. Donc, vous rapprochez le plus possible de l'ensemble des points. Fait que ça se peut qu'elle passe par aucun point votre droite, mais elle va être le plus proche possible de tous les points. Un coup que ça c'est fait, là on va vous demander, donne-t-il une droite? Espérons que oui. Maintenant, la dernière étape, c'est de calculer la pente du graphique, puis ça va être la constante de rappel de votre ressort. Donc, pour calculer la pente du graphique, faites attention, je vous montre comment faire là. Je ne veux pas que vous utilisiez 2 de vos points. Premièrement, ça prend 2 points pour calculer une pente. Comme par exemple, disons que je décide, OK, ben je prendrais ce point-là ici en haut, puis le point le plus bas. Ça ne serait pas un bon choix nécessairement parce qu'on veut un calcul qui reflète vraiment la droite qu'on a tracée, pas 2 points. Par exemple, imaginez que je choisirais à la limite là, ces 2 points-là. Imaginez qu'une pente qui passe par ça, là, ça ne ressemblerait pas du tout à ma pente expérimentale. Donc là, j'efface ça. Je ne veux pas prendre ça.
C'est que ce que je vous demande de faire, c'est d'utiliser 2 points sur votre droite. Vous allez peut-être inventer, ben pas inventer, mais mesurer des points comme, disons, lui, il arrive exactement juste au croisement de 2 axes. Ben là, ce serait parfait. Je peux faire une mesure facile avec ces valeurs-là. C'est mieux des points qui sont pas extrêmement rapprochés. Fait que là, j'irai pas chercher le point juste avant. Ça serait peut-être pas un bon choix. Mais on peut aller chercher un autre point qu'on peut mesurer. Je pourrais prendre, par exemple, ce point-là, ici, le croisement où j'évalue que ça croise là, mon axe des Y. Fait que vous voulez 2 points assez distancés, puis absolument utiliser 2 points qui sont sur votre droite. Si ça donne qu'un de vos points passe par la droite, vous pouvez l'utiliser, mais si vos points ne passent pas par la droite, vous allez chercher des points qui passent par la droite. Fait que je vous rappelle comment calculer une pente, mais je pense que vous le savez. OK, une pente, c'est toujours, dans le fond, on utilise 2 points pour faire la variation sur l'axe des Y divisé par la variation sur l'axe des X. Ou autrement dit, on prend Y, le point final, moins Y, le point initial, puis on divise par la coordonnée X finale moins X initial. Puis ça devrait vous donner votre pente. Là, je vous laisse vous questionner sur les unités de la pente. Pour répondre à cette question-là, parce que là, vous voulez mettre les unités de la valeur que vous allez trouver, bien, vous pouvez considérer, c'est quoi votre calcul? Qu'est-ce qu'on fait comme calcul? C'est quoi les unités là-dedans? Mais vous pouvez aussi aller voir la signification de la pente, c'est quoi la valeur qu'on s'attend à trouver, quelles sont les unités.